Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Cette semaine, nous poursuivons l'étude des modes de propulsion d'un navire en abordant de façon plus détaillée l'hélice. Pour cela, nous sommes toujours dans les ateliers de la filière maintenance nautique du lycée Rosa Luxembourg avec Guillaume Philippe pour cette présentation. Très bonne émission à toutes et à tous. Alors on a beaucoup discuté sur le fonctionnement des moteurs marins, mais il ne faut pas oublier que ces moteurs servent avant tout à faire tourner une hélice qui, elle, assure la propulsion des bateaux. Propulsion des bateaux ou des sous-marins d'ailleurs. La fonction de l'hélice est d'accélérer une masse d'eau afin de créer une force propulsive. Pour produire cette force, l'hélice peut être conçue grande et tournée lentement, ou petite et tournée plus rapidement. Donc juste un petit point d'histoire, en France, c'est Frédéric Sauvage qui, dès 1832, mena les premières expériences sur la propulsion par une hélice. Donc là, sur ce voilier, on peut observer une hélice assez traditionnelle, tripale. C'est une hélice qui n'est pas faite pour aller vite, relativement de surface, puisque c'est un bateau qui est lourd. Celui-là, il doit faire une dizaine de tonnes à peu près. Avec ici un élément intéressant qui s'appelle un coupe-au-rein. C'est-à-dire que cette pièce qui tourne en même temps que l'axe, si un bout vient se prendre ici, il sera sectionné et il n'entravera pas la rotation de l'hélice. Donc là, on a toujours en transmission en ligne d'arbre, comme le bateau précédent, mais cette fois, une hélice bipale que l'on retrouve sur des voiliers ou sur des petites puissances. Peu de surface de pale, donc peu de puissance à faire passer par rapport à la surface du cercle décrit par la rotation. Donc là, on a une hélice très particulière qui est souvent utilisée sur les voiliers. En fait, lorsque le bateau est propulsé à la voile, l'hélice représente plutôt un inconvénient puisqu'elle génère une traînée. Donc, on utilise parfois des hélices repliables qu'on appelle aussi bec de canard lorsqu'il n'y a que deux pales, qui en fait vont s'ouvrir par force centrifuge lorsqu'elles sont mises en rotation par le moteur et qui vont se replier sous l'effet de l'eau en fait lorsque le bateau avance et que le moteur ne fonctionne plus. Et pour finir, une hélice développée par les motoristes hors bord, mais non, ça se trouve aussi sur des hydrauliques. Enfin, en tout cas, ça s'appelle une duoprope. C'est-à-dire que la propulsion est assurée par deux hélices qui tournent dans des sens, qui ont des sens de rotation opposés. Alors, l'avantage d'avoir deux sens de rotation opposés, c'est qu'on va mieux canaliser le flux d'eau et donc optimiser la propulsion tout en limitant les effets de couple qui ont tendance en fait, si l'hélice tourne comme ça, l'arrière du bateau aura tendance à se déplacer spontanément comme ça. Donc là, avec deux hélices qui tournent dans des sens opposés, on annule cet effet de dérive qu'on appelle le pas d'hélice aussi. Donc, pour que ça fonctionne, en fait, on va avoir deux cannelures différentes, une petite cannelure et une grosse cannelure, et ce sont deux axes qui sont l'un dans l'autre. Je vous propose d'aller voir sur l'embase comment ça fonctionne. Donc sur cette embase Z-Drive, il y avait une hélice duoprope avec la grosse cannelure ici qui entraîne la première hélice dans un sens de rotation et la seconde cannelure qui entraîne la deuxième hélice dans l'autre sens pour compenser. Alors ce dispositif qui a été breveté par Volvo, en fait, optimise l'écoulement de l'eau sur l'hélice puisque c'est un peu un fonctionnement inverse de ce qui se fait habituellement. L'hélice est en partie avant de l'embase et donc ne reçoit pas de l'eau perturbée par la traînée éventuelle d'une embase et le rendement est meilleur comme ça. Voilà. Donc là, on va parler d'une caractéristique importante de l'hélice. C'est ce que l'on appelle le pas de l'hélice, c'est-à-dire la distance théorique que devrait parcourir la coque lorsque l'hélice fait un tour complet. En réalité, comme on est dans un fluide, l'eau, il y a un glissement qu'on appelle le recul et l'avance réelle de la coque est un peu inférieure à ce qu'on pourrait attendre. En général,
la perte mécanique, le recul est de l'ordre de 30% environ. Donc sur cette diapositive, on voit l'autre caractéristique essentielle d'une hélice, c'est-à-dire la surface balayée par les pales, le cercle théorique qui est balayé par les pales. Plus ce cercle est important et plus on a besoin de puissance, plus on va faire passer de puissance dans l'eau, en fait, de puissance propulsive. Donc, quand on a besoin de faire passer beaucoup de puissance, on va prendre une grande hélice. Quand par contre on dispose de peu de puissance, sur des petits moteurs hors-bord par exemple, on aura des hélices de diamètre bien inférieur. Cette hélice est d'une dimension assez importante puisqu'elle fait 17 pouces. Les tailles d'hélice, que ce soit en termes de diamètre ou en termes de pas, je rappelle, le pas, c'est la distance parcourue quand on fait un tour, c'est une distance théorique. Ça se mesure les deux en pouces, pardon. Ça se mesure en pouces. Donc là, on a deux autres hélices, cette fois de moteur hors-bord, des hélices de taille beaucoup plus modeste que la précédente. Ces hélices font 8 pouces de diamètre et on peut voir sur la partie ici supérieure le diamètre 8 pouces et le pas de 7 pouces qui est indiqué juste après. Ce qui signifie que lorsque l'hélice fait un tour, la coque théoriquement devrait avancer de 7 pouces. On a ici une autre hélice de même diamètre qui fait aussi 8 pouces. Je vais vous montrer. Voilà, c'est marqué ici, elle fait 8 pouces. Par contre, le pas est beaucoup plus faible. On a un pas de 5 pouces et demi sur celle-ci. Alors, quand on compare les deux hélices, on s'aperçoit que l'hélice avec le pas faible est quasiment perpendiculaire à son axe de propulsion, alors que l'hélice avec un pas un peu plus grand, elle est davantage inclinée comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque tour, elle va visser davantage d'eau. Alors sur ce petit schéma, on a trois cas extrêmes du ratio entre la surface balayée et le cercle théorique balayé par les pales. Plus la surface de pale est importante, plus vous allez pouvoir passer de la puissance dans l'eau, dans le fluide. Par contre, ça nécessite derrière d'avoir un moteur puissant. Donc typiquement, le petit schéma de droite, où on a des surfaces de pale très importantes qui recouvrent quasiment le cercle théorique, on est dans un cas de figure de traction. Et à l'opposé, dans le schéma de gauche, où la surface des pales ne représente que 20% du cercle théorique balayé, là, vous êtes dans l'incapacité de tracter. Par contre, vous avez la possibilité d'aller un peu plus vite avec moins de puissance. Sur le schéma de droite, où on a la grosse surface de pale par rapport au disque théorique balayé par ces pales, on est dans un cas de figure qu'on va trouver par exemple sur un chalutier ou sur une vedette de secours qui va en général tracter des bateaux, qui va être lourd et qui va devoir faire passer beaucoup de puissance avec son moteur. Par contre, sur le schéma de gauche où les pales d'hélice sont beaucoup plus fines, c'est ce qu'on trouve souvent par exemple sur un voilier qui va être relativement léger par rapport à la puissance moteur dont il dispose. Et là, ce qu'on va chercher, c'est essentiellement minimiser la traînée et optimiser la vitesse. Alors, certaines hélices bien particulières peuvent modifier le pas automatiquement ou manuellement. Et en fait, l'intérêt, c'est d'avoir, à partir d'une même hélice, deux possibilités de pas. L'exemple typique, ça va être par exemple un bateau de pêche qui veut un pas grand pour aller relativement vite vers la zone de pêche et qui, une fois en zone de pêche, lorsqu'il va s'agir de tracter un lourd chalut, aura un pas beaucoup plus faible, cherchera un pas d'hélice beaucoup plus faible pour justement gagner en couple et en puissance. Donc sur cette diapo, on peut voir en coupe la forme d'une pale d'hélice et on note les analogies avec une aile d'avion, avec une voile ou avec une hélice d'avion. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même forme à l'intérieur et à l'extérieur de la pale. À l'extérieur, ce qu'on appelle l'extrado, on a plus de distance à parcourir pour l'eau, le fluide, qu'à l'intérieur, à l'intrado.
Et cette différence de distance à parcourir par le fluide provoque une différence de pression qui sera à l'origine d'une force hydrodynamique. Donc là, on a une hélice qui provient d'un Z-Drive, une hélice où on peut visualiser ce que l'on disait tout à l'heure en termes d'extrado, d'intrado, de bord d'attaque. Il faut imaginer que l'avant du bateau est là-bas, l'arrière est par là. Et donc l'hélice va tourner de cette façon-là pour faire avancer le bateau. Ça tourne. Alors sur ce schéma d'une hélice, on va un petit peu préciser les choses à un niveau qui est bimaire expert, clairement. On n'est pas sur les connaissances de base, mais ça permet de mieux comprendre. Alors sur ce schéma, il faut être conscient qu'on a verticalement l'axe d'hélice. Ici, on a en coupe une pale de l'hélice. L'avant du bateau se situe en haut de l'écran, l'arrière en bas. On retrouve ce que l'on disait tout à l'heure avec l'extrado et l'intrado de la pale. Il faut imaginer que l'eau arrive donc par au-dessus. On a donc création d'une dépression sur l'extrado comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui génère une force hydrodynamique qui a deux composantes. Une première composante qui permet de faire avancer le bateau, la force de translation, et une composante de force de résistance qui, elle, est plutôt un handicap. Alors, on va encore une fois s'intéresser à ce schéma pour visualiser l'autre caractéristique importante d'une hélice, c'est-à-dire le pas dont on a parlé tout à l'heure. On a toujours ici l'axe de transmission. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la perpendiculaire à cet axe de transmission et l'angle entre cette perpendiculaire et la pale. Plus cet angle entre la perpendiculaire et la pale est important, plus le pas d'hélice sera important. C'est-à-dire qu'à chaque tour, la coque va avancer d'une plus grande distance. À l'opposé, si cet angle entre perpendiculaire et pale est plus faible, on voit bien que le pas d'hélice réduit sensiblement. Donc, quand on veut faire avancer le bateau à grande vitesse, on a tout intérêt à avoir un pas important pour qu'à chaque tour, la distance parcourue soit plus importante. À l'opposé, quand on veut développer de la puissance, par exemple une hélice de traction, aura un pas beaucoup plus faible. Donc là, sur cette embase, on voit la façon dont le mouvement au vilebrequin dans la partie de la tête motrice est transporté jusqu'à l'hélice. On a d'abord l'arbre de transmission qui va se canter sur la tête motrice en haut et qui va faire tourner ce pignon-là avec à l'intérieur de l'embase un pignon de marche avant et un pignon de marche arrière. Et en fait, lorsque l'on choisit avant-arrière, on ne fait que modifier la position de cette pièce centrale, c'est-à-dire qu'on s'accorde ou là-dessus ou là-dessus. Et dans tous les cas, on va faire tourner l'axe d'hélice sur lequel est emboîtée l'hélice. Voilà. Donc dans cette autre embase, on voit exactement le même système avec marche avant, marche arrière. Et donc un système qui va se commander du haut du moteur, marche avant ou marche arrière. Il faut que je me fasse bouger. Tac, voilà. Hop, et là on voit qu'il est en prise. Alors on va maintenant décrire les différentes parties d'une motorisation en ligne d'arbre. Donc là c'est un moteur inboard qui est à l'intérieur de la coque. On a ici ce qu'on appellerait dans l'automobile la boîte de vitesse, mais qui dans le nautisme s'appelle un inverseur. Inverseur parce qu'il y a juste une marche avant ou une marche arrière. Ensuite ici, l'accouplement entre l'inverseur et l'arbre d'hélice que l'on appelle le tourteau. Ici, le presse-étoupe, en fait, qui sert à faire l'étanchéité entre le tube dont je parlais tout à l'heure, dans lequel on va avoir de l'eau qui va remonter inévitablement,
Et puis, l'arbre d'hélice. Alors, celui-ci, c'est un presse-étoupe traditionnel avec une tresse entourée autour de l'arbre d'hélice qui va se gonfler avec l'eau et qui va faire l'étanchéité. Ça, c'est le tube des tambours. Et à l'autre extrémité du tube de tambour, à l'extérieur, ici, on a aussi une bague en caoutchouc qui rentre un petit peu, qu'on appelle la bague hydrolube. Hydrolube puisque lubrifiée par l'eau, puisque l'eau va avoir tendance à remonter dans le tube jusqu'au presse-étoupe. Voilà. Donc là, on a une turbine de jet ski qui est sortie, ce qui permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. On a l'arrivée d'eau ici par le dessous du jet, qui est aspirée par la rotation de l'hélice, qui est complètement encapsulée dans sa cage. L'hélice, elle est comme celle-ci, c'est le même type d'hélice. Voilà. Elle va canaliser le flux d'eau sur la partie arrière, qui va rentrer sous pression dans la tuyère. L'eau arrive sous pression dans la tuyère. Et à ce moment-là, en actionnant le guidon, on peut dévier sur bâbord ou sur tribord ce flux d'eau pour changer la direction du jet. Mais on peut aussi, en actionnant ceci, mettre le jet par dessous le jet et à ce moment-là, provoquer une marche arrière. Marche avant comme ceci, avec le jet d'eau qui part derrière le jet. Et ici, hop, marche arrière avec le jet qui va sous le jet. Question numéro 1. Vous lisez l'inscription 10 1/8 x 15 sur l'une des pales de cette hélice. Que signifient ces indications? Réponse A. La référence du métal employé et la masse de cette hélice. Réponse B. La gamme de puissance moteur compatible avec cette hélice. Réponse C. Le pas et le diamètre de cette hélice. Question numéro 2. Les utilisateurs de hors-bord ou Z-Drive ont souvent tendance à dire que dans un virage serré ou avec un trim réglé trop haut, le moteur prend des tours rapidement et s'emballe. Que se passe-t-il? Réponse A. C'est le phénomène de ventilation, car ici l'hélice brasse accidentellement de l'air. Réponse B. C'est le phénomène de cavitation, car l'hélice tourne trop vite et des bulles de gaz se créent en bout de pale. Réponse C. L'hélice est inadaptée et elle ne parvient pas à transmettre la puissance moteur. Comment expliquer la détérioration du bord d'attaque de cette pale d'hélice de jet ski? Réponse A. Ce jet ski est allé trop près des rochers. Réponse B. C'est la cavitation et ces micro-explosions de gaz qui ont dégradé l'hélice à cet endroit. Réponse C. Cette dégradation est due à la corrosion électrolytique. Question numéro 4. Un revendeur vous propose deux hélices adaptées à votre embarcation. L'hélice 1 avec un pas de 8 pouces et l'hélice 2 avec un pas de 9 pouces. Choisir la bonne proposition. Réponse A. L'hélice 1 permet d'aller plus vite que l'hélice numéro 2. Réponse B. Plus le pas est grand, plus la vitesse théorique est élevée. Réponse C. Pour la vitesse, c'est le diamètre de l'hélice qui importe.